je te retrouve pour cette seconde partie d'épisode avec Élodie Gobin. Élodie est designer couleur et fondatrice du studio Bingo. Il faut dire que Élodie a été généreuse dans la richesse et la qualité de nos échanges. J'ai donc tout naturellement segmenté son épisode en 2 parties. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le design couleur, sur son parcours, sur la nuance qu'il y a entre la couleur et la teinte, je t'invite à écouter la première partie de son épisode, un épisode consacré à la couleur dans nos espaces publics. C'est comme du sirop. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ? Du coup, non, c'est du design. Et toi? C'est comme du sirop. C'est de l'art et du design ? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. La couleur n'existe que s'il y a de la lumière, s'il y a un système de captation qui est l'œil et un système de traduction qui est le cerveau et qui va être influencé par le contexte. Merci Élodie, c'est super, c'est exactement là où je voulais t'emmener, génial. Moi, c'est top parce que du coup, là, tu vois, tu me fais tout de suite un lien qui va me permettre de parler avec toi, en fait, de la couleur et de nos comportements. Moi, clairement, en bossant cet épisode pour toi, je me dis, mais en fait, on est liés à la couleur, j'ai l'impression, depuis qu'on est né, quasiment, en tout cas, depuis notre plus tendre enfance. Et il suffit de voir les supports un peu pédagogiques que nous pouvons utiliser aujourd'hui, avec cette histoire du baromètre du vert qui va du jaune, orange vers le rouge, quand on considère que le comportement est bon ou interdit en dehors des règles. Il va y avoir aussi ce système de couleur des émotions. On parle beaucoup, en fait, aujourd'hui de la couleur des émotions avec le fameux monstre des émotions. Il sera vert quand il est serein. Il va être rouge de colère, jaune de joie, bleu de tristesse ou noir de peur. Et déjà, nous baignons nos petits dans les couleurs et nous avons grandi aussi dans un autre système peut-être émotionnel au niveau des couleurs entre le vert et le rouge. Et on voit que ça nous suit toute notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on a des sémaphores, on a des feux tricolores où c'est vert, orange et rouge. Vert, c'est OK. Orange, tu commences à t'arrêter. Et rouge, c'est stop. On s'arrête, c'est l'interdit, on va pas plus loin. Et donc, c'est super intéressant de voir que la couleur influe énormément sur nous. Alors, moi, évidemment, t'ayant avec moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur l'impact que la couleur peut avoir justement sur nos comportements. Alors, c'est un vaste sujet. Je t'ai vu sourire plein de fois. Alors, je suis toute oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus condensé possible et aller à l'essentiel. Un détail que je voudrais apporter par rapport aux enfants et à la couleur. Pendant très longtemps, et même il y a encore, quand moi j'ai mon mémoire, je l'ai écrit sur la couleur, et à cette époque on disait encore ça, donc c'était en 2004. Non, c'était pas en 2004, c'était en 2010. Et en fait, on pensait que les enfants avaient une très très mauvaise perception des couleurs. Alors, c'est une hypothèse que j'émets. J'ai eu l'impression que ce manque de connaissance des capacités visuelles des enfants ont fait qu'assez vite, les concepteurs se sont limités à bleu, jaune, rouge, parce que de toute façon, les enfants avant 5 ans ne voient pas plus de couleurs que ça. C'est quelque chose qui a été totalement démenti depuis, en tout cas récemment. Maintenant, on sait qu'à 6 mois, on a une vision des couleurs qui est pas tout à fait terminée, mais qui est quand même relativement proche de la vérité. Donc 6 mois, c'est quand même petit, hein, c'est pas 5 ans. Et que donc, on peut percevoir la finesse du monde coloré qui nous entoure. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est lié à l'enfance, qui est l'emploi, l'apprentissage de la couleur qu'on fait à l'école, qui peut être très riche, mais qui est aussi très souvent contraint par des raisons techniques, et notamment par la capacité de feutre, de crayon de couleur, de peinture et de mélange de peinture qu'on peut mettre à disposition des enfants. Donc il y a ce paradoxe entre, dans plein de contextes, enfance égale couleur, mais dans la réalité des faits, quand on conçoit pour les enfants, souvent on conçoit avec des couleurs extrêmement vives, pas très nuancées, et très très souvent quand même en bleu, jaune, rouge, voire vert. On crée une forme d'opposition entre l'enfance, c'est le moment de la couleur, c'est le moment de l'innocence, c'est le moment d'une forme d'expression un peu naïve, mais on donne pas d'outils qui permettent de juger et d'apprendre cette finesse de la couleur. Et j'irai plus loin, c'est-à-dire que je pense que
comme quelqu'un qui serait jamais exposé à la musique et à la diversité des styles musicaux qu'il peut y avoir et de la composition musicale, etc. Si on ne s'éveille pas à la diversité de la couleur, on en reste assez basiquement avec une perception de 12 couleurs qui sont les 12 couleurs de la boîte de feutre. Et donc, le fait de ne pas être sensibilisé ne serait-ce qu'à ces 3 grandes familles, ces 3 caractéristiques de la couleur, d'apprendre à l'observer, de regarder le monde qui nous entoure, ça conditionne aussi le rapport qu'on a à la couleur en étant adulte. Alors que, comme tu le posais dans ta question, la couleur, en effet, elle agit sur nous dès la naissance. La vision des couleurs, elle permet de survivre depuis l'homme primitif. C'est-à-dire que ce pourquoi on voit en couleur, c'est toujours bien de revenir aux fondamentaux, c'est pourquoi on voit en couleur. Oui, c'est vrai, on voit en couleur, nous, alors pourquoi? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voit en couleur et pourquoi on nous a donné cette compétence? Et pourquoi on l'a toujours aussi? Parce que dans l'évolution, il y a des choses qui se perdent. C'est que c'est un moyen de survivre. C'est un moyen de se déplacer, c'est un moyen d'avoir accès et de se mettre en mouvement pour aller chercher sa nourriture. C'est aussi un support pour les phases de reproduction. Et donc, en fait, ça permet la survie de l'espèce, assez basiquement. Donc, c'est un mécanisme qui est inscrit depuis très, très, très longtemps dans l'ADN de l'humain. Super intéressant, ouais. Et donc, de fait, si on continue de voir la couleur, c'est qu'on en a toujours besoin, a priori. Il y a une question que j'aime bien poser quand je fais de la sensibilisation sur le sujet, c'est que peut-on supposer d'un monde entièrement gris? Et quand on se pose cette question, ça permet d'aller chercher quels sont les objets gris dans la nature. Les objets gris dans la nature sont les objets inertes, sont les objets sans vie. Le gris n'est pas vivant. Oui, souvent c'est lié à la roche. Ça peut être de la roche, le calcaire, les cailloux. Je cherche le gris autour de moi. Non, mais je t'en prie, du coup. Dans la nature, du coup. C'est le bois sec, le bois mort, c'est la cendre, le bois brûlé. Oui, tu as raison, le bois sec, oui, bien sûr. Donc en fait, le monde des vivants n'est pas gris. Alors le monde des vivants, il est de quelle couleur? Il est vert? Le monde des vivants, il est polychrome. Toutes les matières vivantes ont leur propre couleur. Le monde des vivants, c'est justement ce qui entretient notre vision polychrome et notre vision de la couleur. Donc les effets de la couleur, en fait, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le blanc, le gris, le noir, qu'on pourrait ranger dans la case des non-couleurs, en tout cas des couleurs achromatiques dans lesquelles il n'y a pas de teinte. D'ailleurs, il me semble que c'est pas considéré comme des couleurs. Le blanc, le gris et le noir. Est-ce que tu peux me dire oui ou c'est à nuancer? Je vais te dire ce que je réponds toujours, il y a rarement des vérités générales sur la couleur. Ok. Et toute cette question du blanc, du gris, du noir, c'est une question de point de vue. En tout cas, c'est comme ça que moi je le présente, c'est-à-dire que du point de vue de l'optique, de la physique, le blanc, c'est l'assemblage de toutes les lumières colorées et le noir, c'est l'absence de lumière. Donc on pourrait considérer que, en effet, ce sont juste des valeurs qui vont du blanc au noir, donc en passant par les gris. D'un autre côté, si tu prends le point de vue du chimiste, lui, il va savoir isoler un pigment noir d'un pigment blanc, d'un pigment gris, et donc à quel moment on peut lui dire que ça n'existe pas, en tout cas que ça n'existerait pas en tant que tel. Donc d'un point de vue perceptif, on pourrait dire que le blanc, le gris, le noir ne sont que des valeurs. D'un autre côté, on les nomme comme des couleurs et les pigments blanc, gris, noir existent et on peut les utiliser en tant que tels et on peut les utiliser en les mélangeant. Ouais, il y a plusieurs écoles, si j'entends bien, selon le secteur dans lequel tu es. Il y a plusieurs visions qui se rencontrent en effet. Et donc, ces fameux blanc, gris, noir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne transmettent au corps humain absolument aucune information. Pour expliquer, je vais peut-être revenir un peu en amont, la perception qu'on a de la couleur, elle passe par l'œil, mais avant d'arriver par l'œil, c'est donc une onde, exactement comme le son, qui est capté par l'œil. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette onde, elle peut nous arriver sans passer par les yeux. Tout comme on peut ressentir du son en se bouchant les oreilles et en mettant en contact certaines parties osseuses et ressentir les vibrations, ou dans l'eau, pour la couleur, c'est pareil. Ça ne passe pas que par la vue. On ressent aussi la couleur par la peau. D'ailleurs, on bronze, on est en interaction avec les UV qui montrent que la peau réagit à cette forme de lumière. Et donc, on est obligé dans ce cas de distinguer physiologie et psychologie. La physiologie, c'est ce qui modifie le fonctionnement du corps. Et la psychologie, c'est ce qui est traduit par notre intellect en fonction de notre propre expérience. La physiologie, tout le monde fonctionne globalement de manière très générique, mais pareil, il va avoir la même réaction face à un stimuli rouge ou un stimuli bleu, alors que la psychologie, ça fait appel à l'histoire personnelle. L'expérience. L'expérience, on dit même aujourd'hui on parle même d'épigénétique, c'est-à-dire qu'on imagine, enfin, les chercheurs commencent à mettre en lumière que
l'histoire, le lien avec une couleur dans notre ascendance peut avoir un impact sur notre goût, notre phobie ou notre appréciation d'une couleur. Mais là encore, on est plutôt dans la partie psychologique. C'est tout ce qui est un héritage de nos expériences ou des expériences de notre lignée. Conscientisé ou non, en fait. Voilà. C'est notre bagage culturel. Et donc, d'un point de vue physiologique, les couleurs font des choses au corps. Alors ça, j'aimerais qu'on y aille. Les couleurs font des choses au corps, super intéressant. C'est-à-dire que nous les vivons, ces couleurs. Elles nous font réagir, en tout cas. C'est impressionnant, ok. C'est pas pour rien que certaines codifications, notamment autour des rouges, aient été choisies, parce qu'en fait, le rouge, c'est la couleur de l'alerte, c'est la couleur de la mise en mouvement. Je rends l'origine de cette pensée à Jean-Gabriel Causse, qui a écrit un livre qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs, et qui justement fait la synthèse de l'état de la recherche. Donc j'invite tout le monde à lire ce livre, parce que c'est un trésor, c'est une pépite, et qui du coup fait l'état de la recherche de tout ce qu'on sait, tout ce que les scientifiques ont su démontrer d'impact physiologique de la couleur sur le corps. Et donc, on sait que le rouge est un activateur, c'est-à-dire que quand on voit du rouge, notre cerveau mobilise son attention sur le rouge. Et il n'y a pas que notre cerveau qui mobilise son attention, c'est-à-dire que le corps se met en action. Ça augmente la fréquence respiratoire, ça augmente la pression artérielle, ça peut augmenter la force physique. Il y a vraiment une mobilisation générale du corps pour répondre à ce stimuli rouge. D'accord. La recherche a très souvent opposé rouge à bleu, parce que c'est les deux opposés en termes de réaction face au corps. Et à contrario, le bleu a un pouvoir... Parce qu'on associe souvent le bleu à la confiance, à quelque chose qui va nous mettre dans un cadre serein. Alors, je sais pas, c'est souvent associé. Ouais, t'as raison. En fait, le bleu, ça a un effet presque jusqu'à anesthésiant, c'est-à-dire que ça ralentit les fonctions vitales. Alors tout ça, on parle d'expériences faites dans des pièces monochromes avec une très forte saturation de la couleur, sur un public particulier, dans un moment particulier. Donc évidemment, tout ça, c'est à pondérer. C'est pas parce qu'on passe devant un mur rouge que d'un seul coup, on va se mettre en alerte. Voilà. Enfin, si, on va se mettre en alerte. Mais je veux dire, on va pas déclencher une crise de panique face à un mur rouge quand même. Faut modérer. Mais en tout cas, sur des expositions prolongées dans des environnements colorés monochromes, ça peut avoir des effets... qui ont été décrits comme proches de l'état dépressif, si on était toute la journée dans une pièce bleue, par exemple. Ok, hyper intéressant. Ça veut dire peut-être qu'il y a des... Bah, du coup, on va en parler. Ça veut dire qu'il y a des endroits, des espaces où il y a des couleurs, on va peut-être pas y aller. Exactement. Tu sais, tu l'as forcément observé, en ce moment, on est dans la tendance du gris anthracite, du blanc, du noir. Une uniformisation mondiale, j'ai envie de dire, de la couleur peu à peu dans nos décors. Voilà, pour plein de raisons. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Mais en tout cas... Je te laisserai le temps. Ces mêmes études qui ont été compilées par Jean-Gabriel Causse certaines des études montrent que, donc toujours à exposition prolongée, pour un espace de travail, par exemple, le blanc et le gris, comme ce sont des silences, comme il ne se passait rien, favorisent la dépression, voire le burn-out. Et que les gens sont plus efficaces dans un environnement chromatique marqué, que ça augmente le plaisir au travail, et qu'on va potentiellement, si on choisit les bonnes couleurs, être soit plus concentré, soit plus créatif. Ok, alors là, moi j'ai envie de te dire, mais il y a un petit paradoxe qui est en train de se créer aujourd'hui avec l'application et l'utilisation des couleurs dans les espaces, parce que on s'aperçoit qu'on va sur des tons très homogènes, très uniformes, du ton taupe, gris, béton, tout ça, parce que c'est à la mode aussi, ce genre de palette. Mais du coup, ce serait peut-être mauvais pour nous, si j'entends bien, en tout cas pour notre bien-être. Tout à fait. Ok. On est en train de faire des espaces achromatiques, donc sans teinte à l'intérieur de la couleur. Donc on revient à l'homme primitif. L'homme primitif, pour sa propre survie, il a besoin de la couleur, et en plus, quand il était primitif, quand on avait besoin de cette vision des couleurs de manière fondamentale, il était exposé à des contextes, à un environnement coloré permanent. Oui. Si tu réfléchis à l'environnement blanc et gris, ça va te renvoyer soit à la salle d'isolement, soit à la prison, mais a priori, tu ne t'imagines pas, si tu penses juste en termes de couleur, un environnement vivant, bienfaisant, qui respire la vie. Donc en fait, on est en train de créer la standardisation qui vient de loin, hein, cette esthétique du blanc et du gris, cette recherche de minimalisme, elle est en train de créer des environnements dans lesquels, fondamentalement, on ne peut pas être bien.
Ok, super intéressant le sujet que tu abordes là, parce que du coup, ça voudrait dire revoir de nombreux espaces pour le bien-être au travail, mais pour le bien-être chez soi aussi, ou pour le bien-être tout simplement dans nos rues. Parce que du gris, il y en a dans les rues quand même. Ce sera, je pense, le combat de toute ma vie. De dire arrêtez de mettre le même gris partout. Alors certains diront oui, mais c'est pas tout à fait le même. Il y a un vrai sujet sur les particularités régionales de la couleur, parce que tu l'as très bien dit, il y a une uniformisation, alors mondiale, j'espère pas, mais en tout cas en France et dans certaines régions de manière assez explicite. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vision de la modernité qui est blanche et gris anthracite, et qui du coup contamine un peu tous les secteurs, et notamment dans l'architecture et dans le respect du patrimoine. En fait, ce qu'a théorisé Monsieur Lanclos dans toute sa vie, c'est un concept qu'il a déposé qui s'appelle la géographie de la couleur, qui est une très 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 longue étude qu'il a menée avec sa femme sur les particularités chromatiques, mais aussi les particularités de matériaux et de motifs des façades des bâtiments dans la France. On a déjà un niveau de détail qui est assez fin, ne serait-ce que quand on regarde le paysage architectural patrimonial français, mais ensuite il l'a étendu à l'Europe et au monde entier. Et donc c'est vrai, et ça c'est d'une tristesse infinie, qu'on est en train de faire des centres-villes qui se ressemblent tous, et je suis clairement pas la première à le dire, mais la couleur du mobilier urbain est clairement responsable aussi de cette uniformisation, pas que, mais... De par la matière, les matériaux qui sont utilisés aussi, parce qu'on utilise beaucoup le béton et le béton brut la plupart du temps. Alors, dans les espaces publics, on ne sait pas forcément les bétons bruts. Et puis, il y a quand même des recherches qui sont faites sur la minéralité des sols, sur un travail quand même de matière naturelle un peu plus colorée. Mais c'est vrai que globalement, c'est difficile pour moi de parler de la ville grise parce que j'habite à Lille et qu'à Lille, la ville n'est pas grise. C'est une ville polychrome, Lille. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est de voir que ces rénovations par l'extérieur qu'on fait pour des raisons énergétiques, elles sont en train d'habiller les façades d'autres matières et d'autres couleurs qui font perdre l'héritage patrimonial de la ville et l'héritage de la brique. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas isoler les bâtiments. Les gens ont besoin d'avoir des bâtiments qui soient vivables. Mais il y a peut-être un juste équilibre à avoir entre je fais attention à la consommation énergétique du bâtiment et en même temps, je fais attention aussi à sa couleur, à ce qu'il peut renvoyer pour garder un espace dynamique, vivant et qui soit pas austère. Et en fait, ça implique des engagements et des prises de responsabilité à plusieurs échelles, parce qu'évidemment que c'est un coût. Cette forme de standardisation, elle vient pas de nulle part, elle vient d'une homogénéisation de la production, elle vient de volonté d'abaisser les coûts, et donc la couleur, c'est pas forcément plus cher quand tu parles de peinture, mais quand tu parles d'avoir une gamme de produits dans diverses couleurs, ça implique beaucoup de choses d'un point de vue logistique. Et puis, c'est aussi une méconnaissance. Le monde de l'architecture, en général, est assez peu au fait de la couleur, et en plus la couleur bénéficie d'une très mauvaise image, de l'image de quelque chose de frivole, avec l'héritage des années 80, avec un héritage encore plus ancien qui date d'avant la pasteurisation, où la couleur, la tapisserie, le décor, c'était les coins sales, et que le blanc, c'était synonyme d'hygiène. Donc il y a tout cet héritage. Ah oui, il y a cette distinction où la couleur, elle est mise un petit peu comme quelque chose un peu de dégradant ou de bas de gamme par rapport à du noir ou à du blanc. On a encore cette dualité aujourd'hui. Parce que pour moi, cette vision du noir un petit peu premium, VIP, quelque chose qui fait haut de gamme, classe, j'ai l'impression que c'était il y a quelques années, mais qu'on est quand même passé à autre chose aujourd'hui. On a justement envie un peu de balayer ce noir et ce blanc pour s'ouvrir sur la couleur. Je sais pas, hein, peut-être que c'est qu'une intuition, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite transition qui s'opère quand même, parce qu'on voit de plus en plus les rues se parer de couleurs, justement. Mais ça, tu vas nous en parler. J'aimerais qu'on conclue un petit peu sur cette partie de la couleur, en tout cas de son utilité, parce qu'on est allé jusqu'à l'influence justement de l'homme primitif, on est parti sur les enfants, et là, conclure sur justement quelle est l'utilité de la couleur dans nos espaces publics, à quoi sert la couleur. Alors là, on vient de le voir, tu nous as parlé justement parce que ça permet pour nous de mieux percevoir et ça peut jouer sur notre bien-être, mais elle a certainement un autre rôle, cette couleur, en tout cas dans nos villes, dans nos rues aujourd'hui. En tant que signalétique, elle joue peut-être un rôle de panneau, de guide
de direction, non? Alors, c'est bien de remettre ce sujet parce que on n'a pas parlé de la dimension fonctionnelle de la couleur qui est quand même... Mais je suis là pour ça, Élodie. pour te ramener vers moi petit à petit, parce que sinon, je crois qu'on est parti, on va partir très loin. Je t'avais dit 1 heure, c'est difficile. Donc, en effet, la couleur, c'est très important de le rappeler. On a parlé de beaucoup d'autres dimensions. Alors, juste pour préciser, pour moi, utiliser la couleur pour favoriser le bien-être au travail, c'est un usage fonctionnel. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin de l'humain. Donc, c'est un usage fonctionnel qui n'est pas de l'ordre de la structuration, de l'orientation, etc. Mais ça fait quand même partie d'un usage. De mettre une couleur rouge sur un point d'attention et de susciter la mise en action de quelqu'un ou quelque chose face à une tâche, c'est quand même fonctionnel. Mais donc, si on se réfère à la ville, dans laquelle, évidemment, on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi, dans l'espace de la ville, la couleur, elle a plusieurs enjeux. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a d'abord le respect du patrimoine. Personne n'aurait envie d'aller dans une ville et personne ne se déplacerait pour voir les mêmes villes, des villes identiques dans toutes les parties de la France. Donc ça fait quand même partie des choses qui me sont chères et qui sont importantes. Ensuite, la couleur dans la ville, elle a évidemment, et dans plein d'autres endroits, un rôle de signe, parce qu'on l'utilise pour faire passer des messages. Et à ce titre, je voudrais rappeler qu'on distingue la couleur qu'on emploie en graphisme de la couleur qu'on peut employer pour des espaces, parce que la confusion est souvent faite. Une couleur qui fonctionne pour un logo ou une identité graphique ne va pas fonctionner pour un espace. On ne cherche pas à atteindre les mêmes objectifs. On n'habite pas dans un logo. Oui, merci. C'est bien de le dire. De vouloir faire ses bureaux avec les couleurs de sa charte graphique, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça peut l'être. Mais en tout cas, ce sont 2 métiers différents. Je ne fais pas de graphisme et je ne sais pas gérer la couleur pour un message et pour une fonction parce que c'est un autre métier. Et donc, il y a cette différence, mais bien sûr que la couleur, elle peut avoir ce rôle de signe, de permettre d'identifier tel champ d'activité, d'identifier tel message, de circuler correctement parce qu'elle permet de régir certaines règles dans la ville. Mais il y a aussi un autre enjeu en ce moment. Alors, on parle beaucoup du design actif, parce que les JO et puis l'évolution de la société qui va avec, c'est pas que les JO, montrent qu'on a quand même une forme de sédentarité de plus en plus accrue. Et c'était un de mes sujets justement de mon parc au Mexique. L'objectif, c'était de faire bouger les enfants parce que là-bas, l'obésité est assez dramatique. Et donc, il y a un besoin de mobilité qui est nécessaire et donc qui peut se faire dans la rue. Et on emploie les couleurs pour ce potentiel de signe, d'attractivité, pour des marquages de design actif. Et puis enfin, il y a une autre fonction qui est d'ailleurs assez liée. On emploie la couleur beaucoup pour faire du marketing territorial, pour montrer la portée de ses actions d'un point de vue politique. D'accord. Pour signifier qu'on est en train de faire quelque chose et on agit. Il faut quand même avoir en tête que d'un point de vue politique, quand on mène des actions pour la politique de la ville, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont invisibles. Et donc, le marquage et la couleur, c'est un des moyens de rendre visible ce qui se passe. Et en ça a un potentiel qui est extrêmement intéressant, mais qui parfois comporte quelques raccourcis qui, moi, me heurtent à certains moments dans le choix de la gamme chromatique par rapport au contexte. D'accord, tu veux nous en parler un peu ? Avec plaisir. Montrer qu'on utilise la couleur, qu'on fait des actions, qu'on améliore les environnements de vie des personnes, c'est incroyable et je suis extrêmement reconnaissante des gens qui œuvrent dans ce sens parce que je pense vraiment qu'il y a besoin dans pas mal de villes de réapporter de la couleur, ou en tout cas de la conserver et d'en avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas mettre toutes les couleurs, les mêmes couleurs partout. Et je reviendrai pour conclure sur cette particularité régionale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte le contexte. Tout comme on n'utilise pas les mêmes palettes pour faire du graphisme que pour faire de l'espace, on ne peut pas utiliser les mêmes palettes de couleurs à Lyon, à Marseille ou à Lille. Alors là, on va aller plus loin, tu ne peux pas rester là-dessus. On ne peut pas rester sur les mêmes palettes à Lyon, à Marseille ou à Lille. Et moi, j'ai envie de te dire, pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas rester sur les mêmes palettes ? Dis-nous tout. Pourquoi ? D'abord parce que, je vais parler de ce que je connais très bien, dans le contexte d'une rue avec des maisons en briques, avec des couleurs de briques différentes, des couleurs de portes différentes, la couleur de l'asphalte et de la piste cyclable, on a déjà une quantité d'informations colorées qui est assez énorme et dans laquelle il faut s'inscrire. Soit s'inscrire pour, à mon avis, et c'est ma vision, s'inclure dans le paysage et donc faire quelque chose qui soit cohérent avec l'identité colorée de la ville, soit pour s'en extraire et du coup se mettre en opposition. Dans un cas comme dans l'autre, il faut l'étudier, cette couleur de l'environnement. Et ça permet une fois qu'on a cette couleur de l'environnement, de pouvoir créer les accentuations ou les contrastes aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'œil, il peut pas voir l'information.
s'il y a trop de couleurs, eh ben, ça va perdre l'information ou le regard. Le trop comme le pas assez, c'est toujours un petit peu les deux ennemis. Il faut savoir gérer un juste équilibre. Et on a besoin, en tout cas surtout de plus en plus maintenant, parce que l'information, il y en a de partout. On est envahi, ça dégouline d'infos. Et on a besoin d'être aidé ou tout simplement d'aider les personnes à qui on veut que le message passe. Parce que le cerveau devient un petit peu fainéant aussi. Il n'a pas trop envie de réfléchir trop longtemps. Et la couleur, je pense que tu vas être d'accord, justement, elle est là pour ça, pour guider, envoyer les signaux et que ce soit le plus direct possible. Il y a tout un travail de contraste et d'accentuation, d'équilibre à gérer, j'imagine, quand on est dans un espace urbain. Oui, je dirais qu'on n'est pas obligé de faire de la couleur pour qu'elle se démarque. Par exemple, en ce moment, dans l'actualité, il y a le sujet des rues scolaires. Oui. Donc, c'est comment est-ce qu'on distingue un espace qui est fermé à un moment donné pour que les enfants arrivent viennent à l'école et en repartent. L'idée, c'est de créer du contraste avec le reste de la route, mais on n'est pas obligé de mettre un jaune fluo. On peut aussi créer un silence ou un espace blanc. Oui, ou pas. On peut aussi se dire, je vais créer un marquage qui va être visible des automobilistes sans pour autant, tout en s'intégrant au paysage. Et donc, en reprenant certaines des couleurs, certaines des saturations, des teintes, des motifs qui sont présents dans l'environnement. Et pour moi, c'est vraiment important parce que, certes, ça demande un effort de conception, mais c'est aussi ce qui va permettre d'avoir une rue scolaire qui va être différente à Lille parce qu'on a de la brique, parce qu'on a de la polychromie, de Lyon, parce que c'est une ville qui a été construite sur les pierres dorées, qui a la présence d'une pierre jaunie beaucoup plus homogène, et que donc, dans ce cadre-là, on va peut-être aller chercher une autre palette de couleurs. Et puis, si on prend le cas extrême, Lille-Marseille, évidemment, il y a aussi la réverbération du soleil, les endroits où on se pose, parce qu'à Lille, on peut beaucoup plus facilement envahir tout l'espace public, là où à Marseille, on va aller chercher les coins d'ombre, on va aller chercher, faire attention à pas faire des choses peut-être trop claires, parce que justement, ça va être éblouissant et ça va être désagréable. En fait, la façon d'aborder la ville, elle dépend du contexte et de toutes les contraintes. On peut jamais toutes les intégrer, mais d'un ensemble de contraintes qui est inhérent à la ville dans laquelle on se trouve. Donc, on revient sur l'environnement qui est super important, finalement. Exactement. Mon point de vue, c'est pas le point de vue de l'artiste, c'est-à-dire que faire une fresque avec les couleurs d'un artiste, c'est un autre acte d'engagement que de faire la ville par des dispositifs fonctionnels et signalétiques qui, à mon avis, devraient continuer de porter l'histoire patrimoniale colorée de la ville. Du coup, en quelques mots, pour finaliser cet ensemble, comment tu dirais, quel rôle a la couleur pour toi? Je sais qu'il y a plusieurs réponses possibles. Tu veux que j'en dise qu'une? Non, plusieurs, justement, tu me donnes ton avis. Non, c'est justement que tu t'arrêtes pas à un seul rôle, parce que je sais que ce rôle, il est multiple. Mais c'est juste pour finaliser dessus. Le rôle de la couleur. C'est quel rôle joue-t-elle finalement, en quelques mots, mais juste qu'on puisse bien saisir? On va commencer par le commencement. La couleur, elle a une forte valeur esthétique. Et ça, c'est indéniable, elle a un pouvoir esthétique incroyable. La couleur, elle a le pouvoir de se fondre, de se démarquer dans un environnement. Elle a le pouvoir de guider et d'orienter, mais elle a aussi le pouvoir de stimuler, de calmer. Elle a le pouvoir d'aider à se concentrer. Elle a le pouvoir d'aider à dormir. Elle a le pouvoir de, en quelque sorte, on en a déjà parlé, mais communiquer. Elle est notre pilote automatique. Elle est notre pilote automatique. 90% des informations colorées qui nous arrivent nous guident instinctivement. Oui, ça fait appel à notre instinct. C'est-à-dire qu'on ne conscientise pas 90% des informations colorées qui nous arrivent. La couleur, c'est notre pilote automatique. Une fois que tu sais ça, tu sais tout quasi. Pas vraiment, non, mais honnêtement, parce que si tu sais que le rouge va te mettre en alerte, tu vas faire attention. Je pense notamment aux notifications sur un smartphone. Ça met en alerte régulièrement avec toutes les notifications qu'on peut avoir. Si tu sais que c'est mauvais pour toi, tu vas passer les notifications peut-être en gris ou tu vas diminuer la luminosité de ton portable. Je prends cet exemple-là parce qu'il fait partie du bien-être. Mais ça va plus loin. Si tu veux que tes équipes soient bien au travail, tu vas gérer du coup la couleur de tes espaces différemment que si tu es dans un contexte événementiel. Tout à fait. Et tu as raison d'en parler parce que forcément, en prenant la parole sur la couleur,
J'ai un peu cette image de la folle qui veut mettre des arcs-en-ciel partout, et c'est pas du tout mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui supportent très bien d'être en gris. Et c'est OK, si on veut laisser les salles de spectacle en noir et en gris, il n'y a pas de problème. Les espaces d'exposition, s'ils sont dans des couleurs neutres, au contraire, ce qu'on veut sublimer, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Donc on va faire ressortir les couleurs de ce qui se passe. Tous les lieux dans lesquels on transite de manière non régulière, on n'a pas, je vais jamais avoir le même intérêt, la même rigueur quant au choix de la couleur pour un endroit dans lequel on passe assez peu souvent, où on reste 2 heures, comme le cinéma, où on va voir en plus autre chose, on va être nourri d'informations colorées qui viennent par ailleurs, que dans, en effet, un bureau, dans un lieu de soins, dans une école où on passe un long moment, où ça participe en tout cas pour le soin par exemple, à notre émission, ça a été prouvé, et où donc, en fait, c'est fondamental de traiter correctement la couleur. On sait aussi que dans les écoles, pour faire un petit aparté sur la matière, mais par exemple, le bois améliore la qualité du sommeil à long terme, la présence du bois dans une salle de classe. Donc, si on veut que les enfants puissent avoir une qualité de sieste, on va privilégier ce matériau-là dans la pièce où il y a les couchettes. Voilà, potentiellement. Mais on sait aussi que mettre un mur rouge dans une classe de maternelle, c'est peut-être pas la meilleure idée. Enfin, en tout cas, il faut avoir les nerfs solides pour pouvoir supporter cette couleur qui favorise l'hyperactivité, par exemple. Justement, en fait, ça me tient à cœur ce sujet, et je sais que toi aussi tu le traites assez régulièrement, de travailler les espaces où il y a les enfants, que ce soit les crèches ou les écoles. Tu as peut-être même fait des espaces de garderie type centre aéré peut-être. J'aimerais bien que tu nous en parles, en fait, les couleurs qui sont propices à l'attention dans une salle de classe, ou quelles couleurs on pourrait privilégier, en fait, pour que les enfants s'expansent pendant une activité. Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur l'impact de la couleur sur les enfants et comment on peut gérer la couleur dans leur espace à eux. Dans l'espace public pour l'instant, je l'intègre dans l'espace public. Dans l'espace public, la première chose, c'est qu'il faut d'abord prendre en considération, et ça, il y a beaucoup de gens qui se battent sur ce sujet, et notamment Récréation Urbaine, pour citer une association que je connais bien, mais sur la ville à hauteur d'enfants. Il faut quand même, dans toute la conception des espaces pour les enfants, avoir en tête qu'ils voient la moitié de ce qu'on voit nous, globalement. Et que donc, ils voient des forêts de jambes avec des sous-bassements d'immeubles pleins d'éclaboussures, et qu'ils ne voient pas le feu rouge. Globalement, il est à notre hauteur. Donc, la première chose, c'est que dans n'importe lequel des lieux conçus pour les enfants, il faut se questionner sur où est-ce qu'on pose la couleur. Par exemple, le sol, c'est quand même un des espaces les plus à leur échelle, en fait. Ils voient beaucoup plus le sol que nous. Je ne veux pas dire qu'ils regardent vers le bas, mais en tout cas, il y a ce lien avec le sol qui est beaucoup plus fort. Ensuite, je voudrais pas te donner de réponse comme ça tranchée sur il faut mettre telle couleur pour favoriser telle activité, parce que ça va se transformer en une espèce de faux conseil couleur. En fait, je peux pas vraiment le dire d'une manière aussi catégorique. Ouais, je comprends. Parce que d'abord, ça dépend beaucoup du contexte. Et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. À partir du moment où on sait que le rouge est un activateur ou le bleu est plutôt un anesthésiant, déjà, on a une bonne base pour se dire si je veux engager l'activité, je vais plutôt aller choisir des couleurs chaudes et plutôt saturées. Et si je veux favoriser la redescente du corps, je vais plutôt aller chercher des couleurs froides et des couleurs claires. Ça, c'est un grand principe. Mais après, par exemple, si tu es à Lille et que tu as une pièce exposée au nord, parce que là, je ne l'ai pas dit, mais la couleur, elle modifie la sensation de chaleur perçue d'une pièce. De 4 degrés potentiellement entre un rouge et un bleu, ce qui est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Donc, par exemple, ne serait-ce que dans la conception d'un bâtiment, je trouve que particulièrement ici dans le nord, où on a des lumières qui sont pas du tout les mêmes que dans le sud, où on a une entrée de lumière qui est aussi différente et une quantité d'ensoleillement qui est différente, j'ai beaucoup plus de mal à conseiller des couleurs froides. C'est super intéressant de savoir ça. C'est impressionnant, comme quoi il y a un impact fort de la couleur par rapport à la luminosité aussi qu'on a dans une pièce. C'est fou. Et c'est aussi vrai pour les espaces publics. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes réponses parce que, en fait, on n'a pas la même qualité de lumière dans les espaces publics au nord et au sud. Bien sûr. Et pour en revenir sur comment est-ce qu'on nourrit les espaces pour enfants de couleur, déjà, on peut se dire que c'est pas parce que c'est les enfants qu'il faut être forcément dans les couleurs vives. Ouais. Ils voient la nuance et puis ça profite aussi à tout le monde, cet environnement coloré qu'on crée pour les enfants. Donc, on a le droit d'apporter de la nuance pour les enfants. Ensuite, on n'est pas obligé non plus de mettre du bleu, du jaune, du rouge, parce que c'est OK d'aller chercher autre chose. Je pense que ce sont déjà des grands principes qu'on peut essayer d'explorer quand on traite les espaces pour les enfants. Après, on sait, par exemple, les enfants sont beaucoup plus instinctifs et donc ont un rapport à la couleur
qui est beaucoup moins construit que nous. Et des études ont été faites sur l'impact du rose dans les salles de classe et qui ont démontré qu'une salle de classe avec un mur rose, par exemple, provoquait des dessins d'enfants plus joyeux, avec plus de sourires, avec plus de soleil, que c'était un des effets positifs du rose. Et que le rose est universel, il n'est pas genré. Il peut être aussi... Parce qu'on a tendance à genrer la couleur avec les enfants, malheureusement. Le bleu, un peu pour les garçons, et le rose pour les filles, même si dans d'autres siècles, c'était l'inverse. Et je trouve que c'est un petit peu dommageable. C'est bien, justement, d'enlever ces frontières du genre. Tu vas pouvoir faire 2 épisodes. Je te réinviterai. Alors, une des contraintes de l'utilisation du rose, c'est que malgré le fait que beaucoup de gens aient envie que ça s'arrête, on est encore dans une époque qui va bien sûr évoluer, mais qu'on est encore dans une époque où le rose est très associé au féminin et que donc, dans des espaces publics, on peut avoir cette levée de bouclier de ce rose selon la personne à laquelle on s'adresse. Évidemment, la couleur, là, moi, j'en parle d'une manière la plus objective possible en m'appuyant sur des faits scientifiques et sur des besoins extrêmement marqués, extrêmement concrets, mais il ne faut pas oublier qu'on a tous un rapport très, très subjectif à la couleur. C'est pour ça qu'il y a une forme de complexité dans son emploi, c'est qu'il faut, mais c'est exactement la même chose dans tous les métiers de la création, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la personnalité du commanditaire. Si tu sais que pour une communication graphique, il faut absolument avoir de la typo bold, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, mais que toi tu sais que c'est ce qu'il faut, mais ton client n'aimera pas, tu vas t'adapter. C'est aussi un peu pareil, c'est toujours un travail d'équilibre entre les contraintes et l'humain, le travail de la couleur. Bien sûr. La couleur et le genre, ça reste très marqué. Même si on sent que, bon, on tape un peu dessus depuis quelques temps pour essayer de faire changer les choses, on sent quand même que c'est là. C'est là parce que on le voit dans les jouets, on le voit dans les vêtements, on le voit dans les espaces aussi, parce que ça a été aussi très influencé dans certains espaces, hein, bleu, garçon, rose, fille. Et je trouve ça complexe, finalement, de s'en libérer. Alors, quand on sait que le rose, d'une manière objective, comme tu le dis, expanse la créativité, ça peut être intéressant de se poser la question de son emploi, justement. Et en fait, on ouvre un autre chapitre duquel je parle pas beaucoup et puis sûrement pas suffisamment bien non plus par rapport aux grands théoriciens, notamment Michel Pastoureau, qui a écrit des ouvrages entiers sur cette question, mais on parle du volet symbolique de la couleur, qui est encore un autre volet. On a la psychologie, on a la physiologie et on a la symbolique. Et la symbolique de la couleur, c'est lié à un contexte qui soit géographique, temporel ou politique et qui est amené à évoluer. C'est là où tu disais que au Moyen-Âge, le rose, c'était la couleur du pouvoir je fais un énorme raccourci, et où on avait une appréhension totalement différente avec cette couleur. Donc, le champ symbolique de la couleur, il évolue à travers plein de choses. On voit la place du vert qui aujourd'hui est totalement différente d'il y a 100 ans ou 150 ans en arrière. Néanmoins, cette symbolique, elle existe et il faut aussi la considérer. C'est-à-dire qu'on peut pas, même si je suis totalement contre l'emploi du rose dans les différences de genre, c'est quand même encore quelque chose qui fait partie de la société. Donc, on peut pas vraiment l'ignorer. Il faut trouver le bon équilibre. Du coup, il y a des contextes où c'est facile de le porter, il y a des contextes où c'est plus difficile, et c'est OK, en fait, ça fait partie du champ de contraintes. Tu vois, ce fameux environnement au sens large du terme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Élodie. On en a pris plein les oreilles. Tu nous as donné plein d'informations. Je te remercie infiniment pour la richesse de ce que tu nous as transmis. Moi, je t'emmène sur le checker. Alors, le checker, c'est quoi? C'est une série de questions courtes et j'attends de toi des réponses assez rapides. T'es prête? Vas-y. Allez, on y va. Ton sirop. Grenadine. Ton mood au petit déjeuner. Hyperaction. Ta couleur préférée. J'en ai pas. Un projet qui te tient à cœur. Mettre de la couleur dans les EHPAD. Un mentor. Jean-Philippe Lanclos. Un exemple d'aménagement urbain réussi à tes yeux. Trop difficile. Sinon, je vais dire un de mes projets. Non, je sais pas. Là, je sais pas. Ok. Un mot pour nous, un mot pour ceux qui nous écoutent. C'est difficile. Un mot, un seul, qui te vient comme ça. Nuance. Nuance. Bravo, merci. Merci Élodie, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi. Merci d'avoir pris le temps pour cet épisode. Et je te dis à bientôt pour peut-être parler
de la couleur, mais peut-être du genre de la couleur. Ça pourrait être super intéressant. Merci beaucoup Anouk, merci pour ton invitation et merci pour tes questions extrêmement pertinentes. Je t'en prie Elodie, merci à toi. Bye bye, ciao ciao. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.